Actuellement, il y a, je sens à peu près à 1000 mètres carrés la parcelle. Donc ça fait 4000 mètres carrés pour les 4 champs. 1000 mètres carrés. Et sur chaque mètre carré, je vais planter 2. Je fais un trou, mais je plante 2 zinnias dans le même trou. Et ça fait en tout 2000 pieds. Et pour moi, 2000 pieds, ce serait l'idéal pour pouvoir pallier à la coutume, pour la consommation familiale et aussi à la vente. Il n'y a que le lifou, les vakasoa, pas trop, oui, salmonné, mais majoritairement le taumomoa, comme on dit, là, c'est lifou. Taumomoa, ça veut dire la saison du début de l'année. Pour Wallis, c'est particulier. Nous sommes obligés de découper les ignames, de les mettre en terre pendant 2 semaines, de les sortir pour les faire flétrir. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines de séchage, on plante. On remue avec la barre à mine et après avec la pelle on creuse pour essayer de mélanger la terre. Et puis des fois on met la terre qui est en bas, on le met en haut, ce qui est en haut on le met en bas. Voilà. Et pour avoir un très bon rendement. Parce que pour avoir un bon rendement, il faut d'abord avoir les bonnes ignames et aussi la préparation du trou pour planter. Et après arrive en 3e position le tutorage. Le tutorage est important et plus c'est haut, plus l'igname est gros. La hauteur du tutorage, elle a une influence sur le développement de l'anthracnose en elle-même. Et donc du coup, par effet cascade, du coup, ça a une influence sur le rendement. Mais quand vous voyez, toute la strate qui est là, jusqu'à 2 mètres, elle est touchée et après, quand vous regardez en haut, c'est tout simple parce que avec la ventilation et tout ça, ça sèche, ça a le temps d'assécher. Il n'y a pas d'eau libre sur les feuilles le matin, etc. ou beaucoup moins longtemps et donc du coup, ça a une influence sur la sporulation du champignon. Donc plus le tutorage est haut, plus ça a un effet bénéfique par rapport à l'anthracnose. Donc là, on voit qu'il y a l'ancien pied qui est mort de l'anthracnose, mais celui qui continue à pousser, lui, n'a pas de maladie. Oui, c'est la variété que j'ai dit tout à l'heure, qui se plante en mi-saison. Ce sont des ignames qu'on appelle calédoniens. Et quand on ne veut pas utiliser de produits chimiques, la première chose à faire, c'est de choisir des variétés résistantes. So you continually have to identify that in your countries, which varieties are resistant. Et dans vos pays respectifs, vous devez au quotidien vous efforcer de voir quelles sont les espèces qui sont les variétés les plus résistantes et vous consacrer ou sélectionner celles-là. L'igname calédonien est très résistant mais pas très recherché. Par contre, des ignames qui sont moins résistibles à l'anthracnose, c'est eux en fait qui donnent les plus gros tubercules. Voilà. Donc on est obligé de ne pas s'en séparer. Voilà. On est obligé de les garder. Et tout simplement, il faut les bichonner pour que... C'est ce que vous voyez en bas là-bas qui pousse beaucoup plus haut. Ça, c'est une variété qui peut être prise par l'anthracnose, mais quand il échappe à l'anthracnose, il donne beaucoup. Pour l'igname, les variétés qui sont très touchées par l'anthracnose, surtout en Nouvelle-Calédonie, ce sont des variétés nobles. Et donc on ne peut pas être sur la logique uniquement des variétés résistantes parce qu'on perd la diversité variétale. Donc il y a un élément important à savoir pour l'igname parce qu'il y a un moyen assez simple d'éviter la propagation de l'anthracnose. C'est que l'anthracnose, sa partie un peu dormante, latente, se trouve sur le tubercule. Donc quand vous récoltez, il y a une manière assez simple de vérifier que vous êtes indemne d'anthracnose. Sous l'épiderme, lorsque c'est bien rose ou correspondant à la couleur de la variété, vous êtes indemne d'anthracnose. Par contre, si vous coupez et vous voyez des taches noires sur l'épiderme, là vous êtes complètement infesté. Donc il ne faut surtout pas replanter ces tubercules et couper à fur et à mesure pour trouver des parties saines. L'anthracnose ne se trouve pas dans la chair, elle se trouve uniquement sur les acides phélodermiques. Donc les premiers bourgeons, s'ils sont indemnes, vous pouvez les garder. Et s'il y a de l'anthracnose qui arrive sur les autres bourgeons, vous les ébourgeonnez avec un couteau dès la première semaine. Et après ça, les facteurs de propagation des spores sont quand même moins importants. Deuxième aspect, c'est que vous pouvez les tremper dans de la cendre
parce que la cendre, c'est du carbone quasiment, hein, et le carbone lutte énormément sur la germination des spores. On cultive comme chez nous. mono ake te pū taro, ke whakamoko ake te i tawhito i taro, i tana whakamauri ate. Pea ka alua ke pele wa te mauri ate pū taro, la whaha, la whaha, Tō lewa te monoia, i pū taro. Pero uhi aki le pea, tūsi mai peka te launi unga, o te ia le pai hanga te whina e amai lewa, uhi ke moko tū mo. From the organic point of view, the certifier there, Biogrow, they are seeing if that can be certified or not because of the ink in the paper and all that. Il y a de l'encre sur le carton, mais ils ne savent pas s'ils peuvent certifier ça, que ce soit bio ou pas, parce qu'il y a de l'encre sur les cartons qu'ils utilisent pour le paillage. Vous avez parlé de variétés anciennes et de variétés nouvelles. Du coup, maintenant, c'était des nouvelles variétés qui étaient plus courtes. Oui. Et du coup, elles viennent d'où ces nouvelles? Enfin, c'est quoi ces nouvelles par rapport aux anciennes? Il y a une ancienne variété qu'on appelle ici le talo uri, talo noir. Uri en français c'est noir. Et par rapport aux nouvelles variétés, l'ensemble des anciennes variétés, ils ont une meilleure conservation dans le sol. J'ai dit 8 mois dans le cycle, mais tu peux le laisser, ne pas le récolter jusqu'à 1 an. Tu récoltes et le taro, le tubercule est encore entier. Alors que si l'ensemble des nouvelles variétés qu'on cultive aujourd'hui ici, tu passes 6 mois, 7, 8, ça commence à pourrir. Et du coup, elles ont été introduites quand, ces nouvelles variétés? Pour l'introduction dans l'île, il y a quelques variétés qui ont été introduites par le service. Mais la plupart des variétés, c'est vraiment les gens qui vont à l'extérieur, en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, ils voient et après ils viennent dans les bagages. Et après pour la dispersion dans l'île, ici quand on n'a pas de rejet, on demande aux voisins ou à la famille. Et eux, c'est comme ça que ça se disperse dans l'île. C'est des plans in vitro au départ? Oui, des plans in vitro. Les services à sevrer, puis après on les a donnés? Climatisation, pépinière et plein champ. Pour chaque récolte, ils échangent, ils prennent les tarots de tarodia et plantent par exemple là en sec, et les tarots du sec, ils le ramènent ici au tarodia. Et ça parce que ils ont un meilleur développement et un meilleur rendement aussi. Là, on est sur une partie de taraudière qui est restée inexploitée. Et le Caléa, il y a 2 ans, le Caléa, c'est le chef de village, a proposé aux villageois une remise en valeur de ce terrain collectif. Et se sont associés les villageois qui le souhaitaient. Donc, à ce que j'ai compris, une dizaine de villageois participent à la mise en valeur de cette taraudière. On va faire un champ pour l'intérêt général et toutes les coutumes qu'on va faire, on va le prendre dedans. Alors on a fait le taro, le capet, c'est un des féculents qu'on utilise beaucoup dans nos traditions. Après on est passé dans les maniocs, parce qu'avec les chiffres des éleveurs de cochons ici à Wallis, nous nous sommes dit qu'il y a peut-être une petite part à gagner là-dedans. À partir du mois de novembre, avec Véronique, on va passer à des grandes surfaces pour assurer le début de l'année 2018, pour donner le choix aux éleveurs d'acheter des granulés et puis acheter aussi des maniocs. On est plutôt arrivé sur un terrain en friche chez nous en jachère déjà, parce qu'une jachère ça veut dire que ça a déjà été cultivé auparavant. Alors que là ça faisait 20 ans peut-être, voilà 20 ans, donc on parle plus de jachère, on parle plutôt de friche, donc un terrain très très reposé effectivement. Et pour les non convaincus ou les convaincus, on n'a pas absolument
démonté le sol, on a simplement travaillé en profondeur pour permettre au taro, toutes ces plantes à racines, d'aller explorer le sol en profondeur. On n'a surtout pas retourné, on n'était pas contre le retournement. On a donc un outil, une sous-soleuse, ce qu'on appelle une sous-soleuse, des compacteurs. Donc on passe tranquillement l'outil pour aérer la terre, mais on n'a surtout pas pris le sol du fond pour le remettre dessus. Surtout pas. Le sol il est resté comme il était au démarrage. Si ce n'est qu'il y a eu l'apport de compost et de lisier. Voilà. Et maintenant, maintenant aux villageois d'entretenir la parcelle en compost, parce qu'il ne faut surtout pas la laisser s'appauvrir. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, en agriculture bio, on va nourrir son sol qui va nourrir sa plante, ce qui est tout à fait le contraire de l'agriculture conventionnelle. Le compost est un élément très important justement dans l'agriculture bio, puisque c'est une des seules ressources qu'on puisse avoir pour pouvoir donner à manger à ces cultures. Et donc là, justement, derrière nous, on a du compost qui a été fait justement sur l'exploitation, qui a été avec l'aide du broyeur du lycée agricole. Mais ce compost-là, on le qualifierait plutôt de BRF. Et donc c'est plutôt de la matière, justement, le BRF, c'est du bois ramial fragmenté. Et donc il va plutôt agir en tant que paillage naturel. Pour avoir un bon compost, il faut qu'il y ait la partie animale. C'est-à-dire, on va parler de déchets animaux et qui va venir justement en fusion avec les déchets végétaux, broyés bien sûr. Ensuite, il y a tout un processus à suivre pour pouvoir mener à bien le processus de compostage qui part de 3 à 6 mois avant d'avoir un bon compost fini et qui puisse être étendu sur les parcelles agricoles. La fréquence de retournement dépendra de la qualité du compost, mais on peut dire qu'on peut les retourner tous les mois, une fois par mois. La couverture du sol avec des feuilles, c'est aussi un maintien de la fertilité du sol. Les branches de coco vont se dégrader, ça peut être des branches de bananier, ça peut être de l'herbe tout simplement. Donc voilà, c'est aussi des techniques toutes simples et de protection du sol. Donc protection contre les mauvaises herbes, mais aussi contre l'évaporation d'eau et maintien de la fertilité du sol. Quand on a une parcelle comme ça, souvent la matière végétale est tellement importante qu'il n'y a plus aucune concurrence. Oui, il n'y a plus d'herbe à pousser, il n'y a plus rien. D'herbe. On avait fait un ensilage de feuilles et de tiges de manioc au bout de 2 mois, parce que la matière sèche était déjà relativement satisfaisante, mais en même temps il y avait une bonne formation d'acide lactique. Et en même temps, la repousse était assez intéressante, ce qui fait que ça n'a pas trop endommagé le rendement du tubercule. C'est la première culture après une longue jachère de plusieurs années. Donc, du coup, effectivement, on a apporté du compost, mais évidemment, ce n'est pas significatif des cultures et des productions qu'on pourra avoir ensuite. La récolte fait déjà des satisfaits dans le village. Et si on arrive à faire les bananiers, les ananas, les fruits aussi, l'igname viendra après, on ne va pas les forcer à donner leur savoir-faire, mais on va y aller à petits pas. Et les anciens ne voulaient pas donner leur savoir-faire. Et ça, je ne peux pas aller contre. Je pense que c'est avec des résultats comme ça, qu'avec les échanges avec les jeunes, c'est plus les jeunes qui vont convaincre les anciens à ramener les boutures pour essayer de faire aussi une conservation de toutes les variétés d'igname qu'on a sur le territoire. Et c'est dans ce sens qu'on a envie de faire intervenir la jeunesse à ma place, par exemple. Reste debout, Nico, reste debout.